Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Jour de vote au Lesotho, les citoyens étaient appelés aux urnes ce 7 octobre dans le cadre des élections législatives. Un scrutin sur fond de crise marqué entre autres par une instabilité politique et un taux de chômage important chez les jeunes. La liberté de la presse menacée en Tunisie, un contexte difficile pour les journalistes qui expriment régulièrement leur colère et leurs inquiétudes dans la rue. Et puis focus sur le classement FIFA au niveau du continent. Le Sénégal reste en tête et occupe la 18e place au niveau mondial. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le report des négociations entre les autorités éthiopiennes et celles de la région du Tigré. Des pourparlers devaient avoir lieu ce week-end en Afrique du Sud sous l'égide de l'Union africaine. L'UA qui avait envoyé aux deux parties une invitation à des discussions de paix. L'information a été donnée par des sources diplomatiques. La raison de ce report, une source issue de la région du Tigré évoque, je cite, une absence de préparation. Elle déplore également que les autorités tigréennes n'aient pas été consultées en amont de ces discussions. Pourtant, le leader du Front de libération du peuple du Tigré avait répondu favorablement à cette invitation. Il s'était dit même prêt à envoyer en Afrique du Sud une équipe de négociateurs. Pour l'heure, aucune nouvelle date concernant la tenue de ces discussions n'a été communiquée. Ce 7 octobre était un jour de vote au Lesotho. Le pays organisait ce vendredi ses élections législatives, scrutin à l'issue duquel les 120 sièges que compte l'Assemblée nationale seront renouvelés. Si plusieurs partis sont dans la course, certains experts estiment qu'aucun d'entre eux n'a de réelle chance de remporter la majorité absolue. Un sujet de la rédaction. L'attente se fait dans le calme. Au Lesotho, les citoyens étaient appelés aux urnes ce 7 octobre dans le cadre des élections législatives. Sur les 120 députés siégeant à l'Assemblée nationale, 80 seront élus au scrutin majoritaire. Un nouveau Premier ministre sera ensuite désigné. Affligés par l'instabilité politique, la criminalité ou encore le chômage, les citoyens espèrent que cette élection impulsera un certain changement. Aujourd'hui, je suis ici pour m'exprimer et exercer mon droit de vote. Je vais influencer les changements dans un gouvernement de mon choix qui répondra à mes besoins. Les gouvernements sont venus et sont partis et ils nous ont tous laissés tomber. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, mais pour mes enfants. C'est pour cette raison que je vote. Monarchie constitutionnelle de plus de 2 millions d'habitants, le Lesotho est depuis 10 ans dirigé par des gouvernements de coalition. Aucun parti n'est en effet parvenu à remporter la majorité absolue. Un scénario qui, selon certains experts, pourrait de nouveau se reproduire dans le cadre de cette élection. Signe d'une certaine défiance que la population éprouve envers les politiciens. Quand on vote, c'est pour l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration des services. En 2017, quand nous avons voté, les attentes étaient très élevées, mais rien n'a vraiment changé. Je suis venu voter parce qu'aucun gouvernement n'a réalisé mes aspirations et je suis très déçu. Je veux juste que mon vote ait un impact sur les textes de loi relatifs au commerce, car ici, il est difficile de gérer une entreprise avec la législation actuelle. Nous devons égaliser le terrain de jeu et être traités de la même manière que les hommes d'affaires étrangers. Si plusieurs partis sont en lice, les regards devraient surtout être tournés vers deux grands partis qui dominent habituellement la scène politique, la Convention de tous les Basotho et le Congrès démocratique. Mais d'après certains experts, un mouvement pourrait se démarquer durant ce scrutin. Il s'agit de la Révolution pour la prospérité créée par l'homme d'affaires Sam Matekane. L'actualité, c'est aussi la libération de 119 partisans issus du mouvement citoyen pour l'innovation en Guinée équatoriale. Une directive décidée par le président de la République, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo. L'annonce a été faite ce jeudi 6 octobre par le secrétaire général du ministère de la Sécurité, Santiago Eidou Assam. Cette libération survient après l'opération de police menée au siège du parti d'opposition le 29 septembre dernier. Opération qui avait conduit à l'arrestation du leader du mouvement,
Gabriel Nse Obiang Obono. D'après la télévision d'État, l'opposant a été arrêté pour ne pas avoir répondu présent à une convocation du procureur de la République. Cependant, il ne figure pas sur la liste des personnes libérées. Notons que son arrestation est survenue alors que des élections générales doivent se tenir dans quelques semaines. Un scrutin prévu le 20 novembre prochain. Où en est la liberté de la presse aujourd'hui en Tunisie? Depuis les mesures fortes prises par le président Kais Saied en juillet 2021, les professionnels des médias s'inquiètent. Ils estiment que la liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée. Dans ce contexte, les journalistes investissent régulièrement les rues pour exprimer leur colère. Antonia Tangana. La liberté d'expression pose d'énormes problèmes en Tunisie. Dans ce pays en proie à une crise économique et sociale désastreuse, certains médias voient leur droit de communication bafoué et réduit presque au silence. C'est le cas de Mohamed Bougaleb. Ce journaliste tunisien désormais au chômage après avoir émis plusieurs critiques à l'encontre du président Kais Saied explique que le système politique mis en place par les institutions restreint considérablement la liberté de la presse dans le pays. Depuis 10 ans, je travaille à la radio et à la télévision. Soudain, je me retrouve assis à la maison, mais l'émission que je présente à la radio et à la télévision m'a aidé à survivre pendant 10 ans et j'étais en demande. Je partirai d'une gare à l'autre, cette fois c'était différent. Je n'ai pas attendu qu'il m'appelle. Celui qui m'appelait ne l'a pas fait. J'ai frappé aux portes et à la fin ils m'ont répondu avec un refus. Depuis l'adoption de la loi par le chef d'État Kais Saied imposant des peines de prison à toute personne partageant des informations considérées comme fausses, la liberté de la presse n'a jamais semblé aussi menacée en Tunisie. Ce jeudi 6 octobre, de nombreux journalistes ont d'ailleurs manifesté contre les violations qui menacent selon eux les libertés des médias dans le pays. Amira Mohamed, vice-présidente du syndicat des journalistes tunisiens, s'inquiète quant au risque des décisions prises par le gouvernement tunisien. La liberté de la presse en Tunisie est confrontée à un danger réel et sérieux. Et on peut dire qu'elle est dans la phase la plus dangereuse depuis la Révolution. Elle risque de revenir comme avant le 14 janvier, sinon plus dangereuse. Des décrets et des lois sont promulgués soudainement et menacent la liberté des médias et la liberté d'expression dans leur ensemble. Depuis le coup de force du chef d'État Kais Saied en juillet dernier et aujourd'hui plus que jamais, les professionnels du secteur médiatique craignent de plus en plus une décadence de la situation à cause d'un manque de communication avec les autorités dans le pays. Dans l'actualité également, la Somalie en guerre contre le terrorisme. Ce 7 octobre, le ministère de la Sécurité a indiqué que 19 éléments issus d'Al-Shabaab ont été neutralisés par l'armée. La même source précise que l'opération s'est déroulée dans la région du Bas-Shabelle. Elle a été menée après que l'armée ait reçu des informations selon lesquelles les assaillants étaient présents dans la zone. Toutefois, aucune précision n'a été donnée sur d'éventuelles pertes dans les rangs des militaires. Dans le reste de l'actualité, la menace que représentent le terrorisme et le crime organisé s'installe durablement en Afrique. C'est le cri d'alerte lancé ce 6 octobre par Ghada Wali, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime devant le Conseil de sécurité. La diplomate qui a par ailleurs rappelé que l'année dernière en Afrique, le terrorisme a causé la mort de 3500 personnes, une donnée qui représente la moitié du bilan mondial de ces attaques. La chef de l'ONUDC est également revenu sur l'exploitation illégale des mines qui constituent une source de financement importante pour les groupes terroristes. Pour lutter plus efficacement contre ce trafic, elle préconise à ce que les preuves et données soient davantage regroupées. Je vous propose de l'écouter. Il est essentiel de mieux appréhender les liens entre les criminalités organisées et terrorisme en Afrique par une collecte rigoureuse de données et de preuves ainsi que le développement de programmes et politiques idoines. Il est prouvé que l'exploitation illégale des minerais, tels que l'or, l'argent et les diamants, offre aux groupes armés, aux groupes rebelles et aux terroristes des sources de revenus importantes. Les produits de ces trafics peuvent en outre profiter aux groupes armés qui contrôlent les territoires d'extraction ou les routes de trafic. Ces sources de revenus également obtenues par extorsion ou l'imposition illégale de taxes sur les populations permettent à ces groupes d'acquérir des armes et toute autre commodité visant à pérenniser leur mainmise sur les territoires et zones de conflit.
l'accès stratégique et lucratif aux routes de trafic est également un enjeu de pouvoir entre groupes armés. Le verdict est tombé pour les 18 migrants africains qui avaient tenté en juin dernier d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Ce 6 octobre, la cour d'appel de Nador les a condamnés en appel à 3 ans de prison ferme. En première instance, la justice marocaine les avait condamnés à 11 mois de prison. Interpellés parmi une soixantaine de migrants, ils ont été reconnus coupables d'entrée illégale sur le sol marocain, violence contre agents de la force publique, attroupement armé et refus d'obtempérer. Un jugement qui a suscité de vives réactions dans les rangs de l'Association marocaine des droits humains. Sur les réseaux sociaux, elle dénonce un système judiciaire répressif. Rappelons que plus de 20 migrants sont décédés lors de ce drame. Un mot de sport à présent avec le dernier classement FIFA. À l'échelle du continent, le Sénégal conserve son rang de leader et figure à la 18e place au niveau mondial. Derrière lui se trouve le Maroc qui occupe la 22e place. On fait le point avec José Douglas. Dans ce dernier classement mondial, avant la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre 2022, le Brésil creuse l'écart après les 119 rencontres amicales au programme dans la dernière fenêtre internationale. Ultime répétition pour les 32 équipes qui participeront à la grand-messe du mondial. Ces matchs et les résultats ont eu un impact important sur le dernier classement mondial FIFA. Analysons la position de nos sélections. D'abord, le Sénégal 18e garde la tête sur le plan continental. En cette année 2022, je pense que les Lions de la Tiranga vont tutoyer le paroxysme de la performance stratosphérique. On n'a pas attendu le classement de la 18e place pour le savoir. La deuxième place est détenue par le Maroc qui fait des progrès avec ses sélections, 23e mondiale. Les Lions de la classe qui à un moment donné ont chaque fois vendu le rêve mais ont du mal à finir. Et on espère que dans cette Coupe du Monde-ci, le Maroc va devoir effectivement réinscrire son nom dans la Coupe du Monde d'une manière assez exceptionnelle. Une surprise pour la Tunisie qui reste dans la course et se classe 30e et 3e en Afrique. En face, il y aura l'équipe de France et je pense que le peuple tunisien a besoin de performer devant l'équipe de France. Le Ghana, 4e sur le continent et 60e sur le plan international. Et d'après Alain Fabien, les Black Stars avaient du mal à se qualifier, mais viennent au Qatar avec une allure décomplexée. Enfin, les Lions indomptables du Cameroun sont 5e et 38e mondial. Doit-on s'inquiéter? Les poulains de Rigobertson, ne faites surtout pas attention à ce classement parce qu'il est plutôt bluffant dans le mauvais sens du terme, parce qu'il n'y avait pas la colonne vertébrale des meilleurs joueurs de l'équipe nationale et indomptable, Zambo Anguissa, Eric Maktum Choupo-Moting, Kal Toko Ekambi. Peut-être que le Cameroun adore ne pas être sur les projecteurs, ils adorent eux-mêmes allumer les projecteurs. À titre d'information, c'est le Ghana qui a disputé le plus grand nombre de matchs. Et enfin, au niveau des équipes non qualifiées qui ont fait des progrès, nous retrouvons la Mauritanie, plus de 4 places de gagnées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.